La théorie, c'est bien, c'est important, mais il y a aussi l'aspect pratique de gérer son administratif. Comment s'organiser pour gérer l'administratif, que ça ne soit pas une corvée au quotidien, en tout cas le moins possible, et avoir le plus de sérénité possible donc face à ces tâches. C'est le sujet que l'on va aborder dans cet épisode où je reçois Cécile Bayard, qui est spécialisée aujourd'hui dans l'organisation, justement, avec de la formation et des accompagnements et une activité aussi de business manager. Donc ça, elle va nous expliquer tout ça pendant l'interview et surtout donner un maximum de conseils pratiques à mettre en place pour trouver votre propre organisation avec l'administratif. Bienvenue sur le podcast J'aime la paperasse, le podcast qui rend l'administratif plus accessible, plus simple, plus clair. Et donc place maintenant à l'interview. Bonne écoute! Cécile, je suis particulièrement ravie de te recevoir sur le podcast parce que ça fait quelques années qu'on se connaît, on a déjà partagé plusieurs moments dans notre parcours entrepreneurial. Donc, c'est vraiment un très, très grand plaisir de te recevoir. Merci, bonjour à toutes et tous et merci de me recevoir. Je suis aussi particulièrement contente de faire ton podcast. Et donc, je parlais du parcours entrepreneurial. J'ai envisagé de présenter ton parcours en quelques mots, mais j'avoue que tu as fait pas mal de choses en fait depuis que tu es indépendante. J'ai suivi qu'à un moment, donc tu as été blogueuse, c'est comme ça que je t'ai connue. C'était Blog by Yourself, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Rédactrice web? Ouais, ça c'était un petit peu avant. En fait, j'étais blogueuse pro en premier sur La Cour des Petits. C'est vrai. Ouais, c'est mon tout premier blog. Et après, j'ai fait freelance en rédaction web, référencement, et freelance création de site WordPress. Et ensuite, Blog by Yourself. Et il en manque après. Il en manque après, bien sûr. Ouais. Donc, Blog by Yourself, je faisais de la formation et d'accompagnement autour du marketing et de l'entrepreneuriat. Et ensuite, je me suis associée. J'étais directrice marketing et des programmes en ligne chez Les Aventurières, qui était une entreprise de coaching business et de coaching d'artistes aussi. Et puis, me voilà maintenant. Je suis plutôt formatrice, accompagnante en gestion du temps, organisation. Donc, je fais des accompagnements où j'aide les entrepreneurs plutôt débutants, en tout cas, qui en sont encore au début de leur business, dans les premières années business, à se réorganiser ou à s'organiser tout court et à reprendre la main, en tout cas, sur leur temps, à être plus productive, mais pas forcément pour en faire plus, juste pour être plus libre et plus sereine. Et je suis aussi OBM, donc Online Business Manager, où là, je viens dans une entreprise, et que ce soit ponctuellement ou au plus long cours. Et j'aide aussi à structurer, organiser pour que tout soit plus fluide. J'aime bien le mot structure, il revient déjà. Et je pense que ça, c'est vraiment notre point commun dans tout ça, c'est d'aimer ce qui est tout carré, structuré, organisé. Et je crois qu'on a ça en commun, oui. Et maintenant, donc, c'est vraiment ton activité à part entière. Ouais, c'est ça. J'ai décidé c'est assez naturel chez moi, la structure, et j'ai pu voir quand j'étais associée chez Les Aventurières qu'en fait, c'était quelque chose que j'avais à peine identifié tellement c'est naturel chez moi. J'avais pas identifié que c'était un talent particulier et que j'avais un goût particulier pour ça. Et c'est en travaillant avec des gens pas structurés que j'ai vu qu'en fait, c'était un talent et qu'il y avait d'autres gens qui étaient plus forts pour faire d'autres choses. Et que je pouvais les accompagner hyper efficacement, en fait. Donc, c'est comme ça que je me suis dit, après notre désassociation avec donc mon ancienne associée, je me suis dit, mais en fait, j'ai trop un truc à faire là, sur ce sujet. Et puis, ce qui est bien, c'est que, du coup, toute l'expérience que tu as en tant que freelance à la base, avec les différents domaines auxquels tu as touché, ça sert aussi parce que ça te sert dans cette vision d'organisation, de structurer, parce que chaque organisation est différente finalement. Ouais. Comme j'accompagne pas mal d'entrepreneurs et tout, et des sujets, et je vois là, même en tant qu'OBM, c'est hyper utile d'avoir toute cette compétence marketing que j'ai et d'avoir cette vision de business, d'avoir été aussi d'être entrepreneur pour avoir une vie. C'est pas le tout de structurer juste pour le plaisir. Moi, j'aime bien ranger des trucs juste pour le plaisir, mais il faut que c'est un objectif quand même d'efficacité et une vision un peu stratégique, c'est mieux quand même. Parce que la plupart des gens n'aiment pas ça. C'est fou. Je ne comprends pas.
Donc, non, c'est intéressant que tu le précises parce que là, on va parler donc de s'organiser pour gérer l'administratif. Le but, c'est pas de s'organiser pour s'organiser, c'est pas de se rajouter des contraintes, mais au contraire, finalement, de pouvoir s'alléger. On va dire qu'on le prend comme un investissement, quoi. Ouais, c'est ça. Le but, c'est encore, oui, c'est quand on aime s'organiser, enfin, c'est pas forcément facile parce que des fois, on peut perdre du temps aussi à aller faire de l'organisation pour faire de l'organisation. Mais c'est d'être pragmatique là sur qu'est-ce qui va me faire gagner du temps. Et surtout, le truc auquel on pense pas, c'est des fois, il y a des choses qui prennent pas du temps, mais qui prennent de l'énergie, de la charge mentale, en fait. D'organiser ça une bonne fois pour toutes et de plus avoir à se prendre le chou, et ben, non seulement ça fait gagner du temps, mais ça libère de l'esprit, quoi. Enfin, ça libère un bout de cerveau et ça fait du bien. Donc, Ouais, ça c'est vraiment un objectif à ne pas perdre de vue, que parfois, ouais, le gain de temps, c'est pas vraiment l'objectif finalement. Carrément. Sur les micro-tâches, optimiser des micro-tâches, par exemple, pour moi, ça sert à rien. Je vois passer des fois des conseils notamment en termes d'automatisation, qui font gagner 2 minutes par jour. Franchement, pour 2 minutes, je vois pas l'intérêt. Par contre, si ça évite d'oublier de faire quelque chose ou de faire quelque chose qui nous saoule, là oui, carrément, quoi. C'est pas tant le temps gagné que l'espace mental et l'énergie. Donc, c'est important. Et donc, on va s'adresser en particulier donc à celles et ceux qui ont du mal à s'organiser, à gérer l'administratif de leur entreprise au quotidien. Donc, voilà, soit ils sont complètement allergiques à tout ça, soit simplement ils ne savent pas par quel bout le prendre, parce que c'est vrai que c'est pas forcément naturel pour tout le monde. Donc, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pratique pour réussir à gérer l'administratif au quotidien? Alors déjà, il y a les classiques. On va pas y passer 10 ans parce que tout le monde a déjà entendu ça 15 fois, d'avoir des moments sur son planning, notamment pour les tâches récurrentes ou ce genre de choses. Moi, pour faire les choses, je m'inspire beaucoup de Getting Things Done de David Allen, la méthode GTD, et qui en résumé, je fais un énorme résumé, c'est avoir un endroit où déposer les infos qui rentrent. Quand on dit les infos, ça peut être les idées qui popent dans notre tête, que on croise une info ou quelqu'un nous demande de faire quelque chose, enfin voilà, on voit quelque chose à faire. Là, ça marche pour l'administratif comme pour autre chose. C'est vraiment avoir un endroit où ça peut être une corbeille physiquement, ou ça peut être un dossier quelque part sur son ordi. On pose tout ce qui rentre pour pas que ça nous encombre la tête. Et puis, on se fixe un moment pour trier tout ça. Et on se demande, est-ce que c'est une info, est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou est-ce que c'est juste une information? Et s'il y a quelque chose à faire, si ça se fait en moins de 2 minutes, on le fait. Sinon, on l'échéance, ou si on peut le déléguer à quelqu'un, on le délègue à quelqu'un. Et du coup, pour l'administratif, par exemple, des informations non actionnables, c'est tiens, je viens de lire une info sur la durée de conservation de tel ou tel document où il y a un changement de réglementation. Est-ce que j'ai un endroit pour mettre ces infos et les retrouver facilement? Et si c'est actionnable, genre je dois faire une facture, je dois déclarer mon chiffre d'affaires, je dois payer mes CFE, c'est là qu'il faut se prévoir des moments sur son planning, notamment tout ce que j'ai cité là comme action, c'est des choses récurrentes, aussi bien, enfin faire une facture, c'est récurrent, déclarer son CA, c'est tous les mois par exemple, ou tous les trimestres, payer la CFE, c'est tous les ans, et du coup avoir des moments sur le planning pour ces tâches récurrentes. Et plus on déteste ça, plus ces mouvements doivent revenir souvent, parce que du coup ils seront plus courts, parce que généralement quand on n'aime pas un truc, on repousse, mais faire genre toutes ces factures du mois le même jour, quand c'est faisable par rapport aux clients, aux clientes, ou regarder son chiffre, enfin faire tout d'un coup quand on n'aime pas ça, quand c'est quelque chose qu'on ne sait pas par quel bout prendre, c'est encore plus difficile. Donc moi je recommanderais, plus on déteste, plus ces moments doivent revenir souvent, comme ça ils seront plus courts et gérables. Et puis dès qu'on peut, on délègue, quoi. Donc tout ça, c'est des conseils assez classiques. Des fois, ça fait du bien de redire les classiques. Et puis pour ces trucs un peu relous là qui reviennent régulièrement, faire des process, c'est quelque chose qui peut paraître encore plus lourd à faire la première fois, mais qui va vraiment nous libérer du temps et de l'espace mental. Ouais, alors dès qu'on entend le mot process, c'est vrai qu'on pense tout de suite aux grosses organisations, quelque chose de super lourd, rigide, compliqué. Donc déjà, qu'est-ce que tu entends par
process. On va essayer de dédramatiser un peu. Oui. Alors attention, le process, c'est pas quelque chose d'horrible. Non, c'est vrai que c'est un mot qui fait peu peur. Alors on a process ou procédure de travail, procédure C'est encore opérationnelle. pire. Hein, voilà. Alors procédure opérationnelle, oulala. Donc c'est des mots comme ça. En fait, c'est juste la description détaillée des étapes à suivre pour atteindre un objectif. Alors généralement, cet objectif, c'est réaliser une tâche. Grosso modo, en vrai, un process, ça peut être aussi simple qu'une checklist numérotée. C'est déjà un process. Tant qu'il y a la liste de ce qu'on doit faire et un ordre dans lequel faire. Je ne sais pas si cette phrase est très claire, mais un ordre à suivre. Et du coup, voilà, une checklist avec des numéros, c'est déjà un process en fait. Et ça peut prendre différentes formes. Ça peut être donc une checklist texte, ça peut être des captures d'écran, ça peut être des photos, ça peut être une infographie. Et là, se faire une infographie à soi, c'est déjà un peu plus compliqué. Mais ça peut être des audios, ça peut être des vidéos. On peut se faire un process sur Loom, juste se filmer une fois quand on fait quelque chose. Et puis, la prochaine fois, on peut reprendre ça. Le process, c'est vraiment juste ça, c'est la liste des étapes et l'ordre dans lequel les suivre pour faire quelque chose, par exemple, pour ce que j'ai cité plus haut, là, faire déclarer son chiffre d'affaires ou toutes ces choses qui reviennent. Et du coup, ce qui ressort quand même, c'est que finalement, bon, au niveau de la forme, ça peut être très, très variable pour chacun. Mais est-ce que tu peux donner quand même un conseil de comment s'y prendre pour démarrer, pour mettre en place ces process? Oui. Ouais, alors déjà, on doit découper ce qu'on a à faire en étapes, voire en étapes et sous-étapes, et vraiment lister tout ce qu'on a à faire dans l'ordre pour arriver au bout du truc, quoi. Donc, le mieux, c'est à un moment donné, quand vient, par exemple, c'est le moment de déclarer mon chiffre d'affaires, je vais le faire, et en même temps, je vais noter tout ce qu'il y a à faire comme étape, comme si je voulais le déléguer à un enfant de 10 ans. Moi, je me dis toujours, est-ce que une fois que j'aurai tout noté, est-ce que mon fils, qui a donc 11 ans maintenant, il serait capable de le faire à ma place? Parce que toutes les infos y sont. Donc, le mieux, c'est de le faire, non pas de tête, mais en faisant la tâche déjà, parce que au moins, on fait pas la tâche pour rien, quoi. Et on fait pas le process un peu de mémoire. Donc, comme à un moment donné, il faut la faire, et on fait la liste de chaque action réalisée. Vraiment comme ça, comme si on voulait la déléguer, par exemple, pour le chiffre d'affaires. Alors, je ne suis plus en micro-entreprise depuis 3 ans, donc je vais faire ça vite fait de tête pour quelqu'un qui soit en micro-entreprise. Ça peut être juste je vais relever mon chiffre d'affaires encaissé et peut-être noter où est-ce que je vais voir cette information. Je vais sur le site de l'URSSAF le déclarer, noter aussi l'URL de l'URSSAF, ça évite de chercher à chaque fois. Et puis, en détail, si j'ai des revenus qui vont dans différentes cases parce que je suis un peu en BIC, un peu en BNC ou des choses différentes, je vais déclarer tel revenu dans telle case, tel autre dans telle autre case. Et après, est-ce qu'il y a un justificatif à télécharger et à classer et où est-ce que je le classe? Voilà, ça peut être 4 étapes avec juste les liens vers les dossiers, les sites et les dossiers où je classe les choses. Ce qui permettrait à quelqu'un, si un jour je délègue, je peux lui donner le process et la personne peut déclarer mon chiffre d'affaires à ma place. C'est sûr que là, ça fait toute la différence. Ouais, ça a plein d'avantages de faire un process parce que ça permet de gagner du temps et de se libérer ce fameux temps de cerveau dont je parlais au départ, quoi. Parce qu'après, on n'a pas à se poser la question 15 fois de attends, c'est où déjà que je range ce document? C'est quoi l'URL pour déclarer? Nanana, à condition qu'il soit bien rangé le process, parce qu'une fois qu'on l'a fait, quand même, il faut pouvoir le retrouver et le mettre à jour. Donc moi, ce que je recommande, c'est d'avoir un dossier, quel que soit le support dans lequel vous rangez les infos, d'avoir un dossier process. Moi, par exemple, j'ai un Notion dans lequel j'ai un endroit où il y a tous mes process. Et aussi, surtout, de l'avoir sous la main immédiatement, genre en 2 clics maximum, quand on en a besoin. Et pour ça, du coup, c'est bien d'avoir ces process reliés aux tâches qu'on a à faire si on utilise un outil de gestion de projet ou de choses comme ça. Encore une fois, c'est pas juste j'ai fait un process et je suis contente, il m'est utile au quotidien et quand j'en ai besoin, quoi. C'est sûr, c'est mieux. En termes d'outils, là, tu as parlé de Notion. Alors, tu l'as bien dit, hein, ça peut être différents supports, etc. Mais est-ce que il y a des outils peut-être qui reviennent plus ou que toi, tu préconises plus ou que tu apprécies pour gérer ça, pour regrouper les process? Ouais, moi j'apprécie vraiment Notion parce que on peut avoir dessus les 2 types d'informations que je citais au début là dans la méthode GTD. Il y a les informations, il y a les actionnables, donc qu'est-ce que j'ai à faire, que ce soit au niveau du projet, quand le projet c'est quand même un gros truc, hein, il y a avec des sous-actions dedans, enfin avec des tâches à l'intérieur ou même les tâches, on peut gérer tout ça sur Notion et en même temps on peut mettre toute la partie justement ces process, ces ressources, enfin toute la partie non actionnable. Un process en soi c'est une référence, c'est pas une tâche à faire.
C'est la checklist qui accompagne la tâche à faire. Et l'avantage dans Notion, c'est qu'on peut avoir d'un côté donc les checklists, là, les ressources pour les références, process ou d'autres infos même, et de l'autre les tâches et de faire un lien. Moi, j'ai une tâche récurrente dans mon Notion, par exemple, qui est de faire ma compta tous les mois, parce que j'appelle faire ma compta. Et du coup, il y a un process qui est relié. Quand j'ouvre la tâche faire la compta, j'ai la checklist des 8 étapes que je dois suivre avec toutes les informations, quoi. Et je peux même cocher, ce qui me fait toujours très plaisir de cocher des cases. Donc, je comprends. Du coup, bon, on voit bien l'aspect pratique, on voit bien le gain de temps, et puis gain aussi, oui, je pensais à quelque chose, c'est, je me revois en train de créer mes process en même temps que tu décris les grandes étapes, et on se rend compte aussi que ça permet parfois de clarifier les choses, parce que finalement, quand on fait le process, on se rend compte que c'est pas tout à fait bien bien rodé en fait dans la manière de faire. Mais ouais, c'est un des avantages aussi, ouais. Quand on est en train de, en fait, on décortique un petit peu nos habitudes et on se rend compte qu'il y a des choses qu'on fait pas trop, qu'on oublie une fois sur deux ou qu'on fait pour rien aussi. Donc ça peut permettre de faire du ménage. C'est vrai. Donc c'est bien, ouais, non, mais ça vaut le coup. En tout cas, faire un process, ça vaut le coup lorsque, bien entendu, lorsque c'est une tâche récurrente, enfin quand c'est une action qui revient, parce qu'on va pas faire un process pour un truc qu'on fait une fois, ça sert à rien. Surtout en priorité parce qu'on peut pas tout processiser. Enfin, il y a des tâches récurrentes qu'on processise pas. Même dans notre quotidien, je veux dire, en vrai, on a des process. Mais on ne fait pas un process pour genre comment on fait pour se laver les dents, on le sait. Et il y a des choses pareilles dans notre entreprise. Il y a des tâches qui reviennent. Pour l'instant, il n'y a pas besoin de les déléguer. Pour l'instant, elles sont pas prises de tête ou quoi. On va pas se perdre du temps à faire un process. C'est ce qu'on disait au départ. Le but, c'est pas de structurer pour structurer. Le but, c'est de structurer pour que ça nous rende service. Donc, bien sûr, quand c'est récurrent, on peut se poser la question, tiens, est-ce que je ferais pas un process pour ce truc qui revient tout le temps? Et surtout, en priorité, pour ceux où on voit qu'on se pose des questions à chaque fois. L'administratif, ça revient quand même souvent parce que c'est des étapes souvent qui demandent de la structure, généralement, parce qu'on a des administrations en face. Donc, ça peut être utile de rien oublier. Et c'est aussi parce que c'est pas des trucs qu'on fait tous les jours. Les choses qu'on fait tous les jours, finalement, ça devient des habitudes. Et tant qu'on n'a pas à les déléguer, on n'a pas besoin de process parce qu'on le fait naturellement. Mais les choses, moi, la comptabilité, je me posais des questions tous les mois parce que j'ai 3 systèmes de facturation. Il faut aller chercher dans un ici, dans l'autre là. Et puis, c'est pas tous les jours que j'y vais. Donc, je me demande à chaque fois que je rentre sur ma plateforme de formation, où est-ce que sont déjà les factures sur ce truc? Donc, j'ai fait un process. Le premier process que j'ai fait, c'est ça. Donc, quand c'est récurrent, quand on voit qu'on se pose des questions à chaque fois, et ou quand on veut gagner du temps ou de l'énergie sur ce sujet, ou alors, quand on veut déléguer, là, c'est obligatoire, quoi. On peut pas dire à une personne de faire quelque chose si on lui dit pas. Donc, c'est vraiment là les priorités pour faire les process. Et je trouve que l'administratif, c'est un bon sujet pour les process. Enfin, à moins de kiffer perdre son temps dessus, mais je suis pas sûre que ça fasse kiffer grand monde. Parce que vraiment, l'intérêt, c'est de se libérer du temps de cerveau et du temps tout court. Mais encore une fois, c'est vraiment l'énergie et le temps de cerveau surtout. Et derrière, du coup, on gagne du temps parce qu'on suit le process. On se pose plus de questions. Donc, c'est plus rapide. C'est aussi ce que tu disais. On repère les endroits où c'est pas hyper fluide, où il y a des trucs qu'on fait pas bien. On repère aussi, du coup, ce qui peut être simplifié, ce qui peut être automatisé, voire ce qui peut être délégué. Et puis, moi, je trouve que c'est cool aussi quand on n'aime pas faire une tâche, c'est que ça permet de la faire et de s'arrêter un petit peu si on en a marre. En fait, on peut s'arrêter en route si c'est trop long parce qu'on sait, grâce à une checklist, on sait où on en était et où est-ce qu'il faut reprendre, en fait, si les choses sont bien clarifiées sur un process. Donc, plutôt que de faire la compta et d'y passer, 2 heures d'affilée, on peut faire la compta par 30 minutes si on veut, si vraiment on trouve que 2 heures, c'est trop long, par exemple. Et puis, ça permet d'éviter les erreurs et les oublis. Donc, ça fait plus pro. Donc, c'est plus pro, ça veut dire plus de clients potentiels. Notamment, on n'a pas parlé, mais il y a les process de suivi, prospect, client et tout ça, quoi. Et même en administratif pur, ça évite de perdre de l'argent si on est du genre à oublier de déclarer ses charges, si on peut les déclarer, ou de payer des sommes dues à l'administration et qu'on se prend un rappel après. Et puis, plus de temps libre et de sérénité, ça peut aussi être pour avoir juste plus de temps libre et de sérénité ou plus de clients aussi. Si on passe moins de temps à faire de l'administratif, on peut faire un peu plus de choses stratégiques dans sa boîte, quoi. Oui, parce que d'une manière générale, l'administratif, ça reste quand même
une tâche, on peut pas y couper, hein, faire l'autruche dessus, ce n'est jamais la bonne solution. Mais voilà, qu'on fait un peu par obligation. Ouais, c'est pas la partie qu'on préfère généralement. En tout cas, c'est jamais le cœur de métier. Non. Voilà. Donc, de toute façon, ça ne sera jamais quelque chose de central dans l'activité. Très important parce que il y a des incidences derrière, donc il ne faut pas négliger l'administratif, mais c'est sûr que si on peut simplifier, puis avoir certaines tâches finalement qu'on fait un peu en pilote automatique, hein, parce qu'on sait que le process est carré, on suit ça, voilà, c'est tout bénef. Carrément. Moi, je vois pour ma compta mensuelle, ça devient presque un moment. Je la fais le vendredi une fois par mois, le vendredi après-midi, parce qu'en fait, c'est tellement, il y a presque pas besoin de mon cerveau. C'est pas une tâche que je fais en deep work, quoi. Donc les tâches deep work, shallow work, c'est les tâches en gros, pareil en résumant grossièrement. Deep work, c'est là où il y a besoin de se concentrer, d'avoir du temps et du temps de cerveau disponible même. Et shallow work, pour moi, c'est ce que j'appelle les tâches à podcast, quoi. C'est-à-dire que j'écoute, je fais autre chose en même temps. Donc, j'écoute des podcasts en même temps que je fais ma compta parce que, en fait, c'est vachement, alors j'ai automatisé des trucs, mais surtout, c'est tellement clair que je peux avoir une discussion en même temps. Bon, ça va forcément me ralentir si je parle en même temps, mais en tout cas, je vais pas faire d'erreur parce que je suis, j'allais dire bêtement, entre guillemets, le process qui me dit exactement où je dois aller, par exemple, télécharger. La première étape, pour moi, c'est d'aller sortir mes factures. Je dois télécharger des CSV, des PDF et les classer. Et j'ai à chaque fois, tu vas à tel endroit, tu ranges ça à tel endroit, tu vas dans Stripe, c'est à cet endroit-là, j'ai même mis le lien direct, tu télécharges le CSV de Stripe, tu télécharges ton rapport d'activité PayPal, tu télécharges ton relevé de compte. Enfin, c'est toutes des infos dont tu as besoin, ma comptable, en fait. Et en fait, j'ai pas à réfléchir, je clique sur un lien, je télécharge, je peux faire autre chose en même temps, quoi. Enfin, un bout de mon cerveau peut faire autre chose en même temps, en tout cas. Est-ce que tu as des repères pour savoir à quel moment ça vaut le coup ou pas? Et puis, là où tu te dis, bon, ça peut être intéressant de faire un process, de savoir jusqu'où tu iras dans le détail par rapport aux tâches à réaliser. Pour quand ça peut être intéressant, c'est vraiment quand c'est récurrent et qu'on voit que c'est prise de tête ou que ça prend du temps. Vraiment, moi, j'ai ce truc de c'est du feeling entre guillemets. C'est est-ce que je peux le faire en faisant autre chose, quoi. Vraiment, est-ce que quand je le fais, en fait, la solution c'est on le fait on écrit, on va dire que c'est un process écrit. On rédige le process en faisant la tâche et la fois suivante, on fait la tâche en suivant le process et on voit s'il y a un gap, quoi. S'il y a un truc, mince, ça j'avais oublié. Il faut vraiment, encore une fois, pour moi, quelqu'un qui n'y connaît rien puisse le faire. Ça, c'est dans l'optique de déléguer ou de pouvoir faire la tâche en mode cerveau au repos. Après, oui, il peut y avoir des process un peu intermédiaires où juste on met le strict minimum pour répondre aux questions qui se posent tout le temps. Mon process de contact était pas aussi détaillé au départ. J'avais juste 4-5 trucs qui étaient un peu des aides-mémoire. Les choses où je voyais qui revenaient tout le temps. Par exemple, j'ai une étape où moi j'ai une partie de mes revenus qui vient de l'étranger, de gens, de Google, par exemple. Et donc, il faut déclarer les les revenus touchés à la douane tous les mois, puisqu'ils ne payent pas la TVA et du coup, il faut le déclarer. Enfin bref. De toute façon, il n'y a pas que Google, hein, c'est dès qu'on est entre entrepreneurs dans l'Union européenne. Et du coup, il faut que j'aille faire les DES, magnifiques, des déclarations tous les mois. Et tous les mois, comme c'est les mêmes entreprises avec qui je travaille, je me prenais la tête à attends, c'est quoi déjà le numéro de TVA de machin, quoi. Et maintenant, c'est une des premiers trucs que j'ai mis dans mon process, c'est déjà sur le site de la douane, où est-ce qu'est les DES, où est-ce que ça se fait la déclaration de DES, parce que toi, moi, j'étais attends, mais c'est où déjà ce truc? Non, c'est hyper intuitif ces sites, je ne comprends pas ce que tu dis. C'est très beau. Ils ont refait le site depuis, remarque. Mais derrière, non, une fois qu'on est connecté, c'est toujours la vieille interface. Mais au départ, l'interface c'était terrible. Et en plus, derrière, vraiment ce truc-là, c'est un des premiers trucs où j'ai noté des choses. C'était une sorte de mini process. C'était pas le process de toute la compta, c'était le process de déclarer des DES avec juste le lien et mes numéros de TVA qui revenaient tout le temps parce que sinon je me prenais la tête. Là, j'ai ajouté, par exemple, quand j'ai fait le process complet, que après je télécharge le PDF de déclaration, enfin comme quoi j'ai déclaré la preuve, quoi, en fait, que ça a été fait.
et je le range à tel endroit. Ça, honnêtement, au départ, je l'avais pas noté parce que je le savais. Je savais où je rangeais les choses. Mais quand j'ai fait le process jusqu'au bout, j'ai dit, bah tiens, je vais le noter. Si je devais le déléguer, bah la personne ne peut pas savoir à ma place où est-ce que ça se range. Donc ça, je l'ai noté. Ce qui me permet, même quand je suis un peu fatiguée, de pas oublier de télécharger le PDF et de le ranger au bon endroit plutôt que de le retrouver la semaine suivante dans mon dossier de téléchargement, quoi. Mais c'était pas, voilà. Donc au départ, on peut partir sur l'essentiel si on est pressé. Voir là où on perd du temps, en fait, c'est toujours la même chose. Faire le constat de où est-ce que je perds du temps et de l'énergie pour pouvoir mettre en face quelque chose qui évite de perdre ce temps et cette énergie. Après, de toute façon, oui, ça reste évolutif, comme Carrément. tout dans l'entreprise, hein, finalement. Mais oui, c'est en faisant qu'on se rend compte. Et puis, il y a des process qui évoluent de toute façon. Moi, j'ai pas, alors, sur une petite entreprise, genre quand on bosse en solo, je ne repasse pas mes process, genre une fois par an, vérifier, non, je le fais au fil de l'eau. Quand je vois en faisant que, tiens, ah bah non, ça a changé, hop, j'adapte le process. Ça arrive qu'une interface de logiciel ou de site internet change. En faisant, j'ai toujours, vu que j'ai le process à côté pour faire les étapes, bah, je le mets à jour, quoi. Ça, c'est important. La review, du coup, elle se fait en direct, mais elle se fait. Tu sais, un test que je trouve intéressant avec ça, une fois que tu as un minimum mis en place tes process, c'est le retour de vacances. Ah oui. Quand on sait plus rien faire. Quand t'as vraiment bien déconnecté, j'avoue, ça m'est déjà arrivé de me dire, mais heureusement qu'il y a le process, parce que, mais vraiment, pourtant des choses que tu fais au quotidien, hein, donc qui sont assez évidentes pour toi, mais il y a des étapes où t'as tendance à oublier un petit point, souvent sur des choses qui se rattrapent, mais c'est toujours mieux quand t'as pas à les rattraper derrière. Ouais, c'est clair. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir justement ces trucs. Je disais, là, les choses qui reviennent des fois qu'une fois par mois, c'est ça, on a le temps d'oublier. Et ça peut être intéressant en retour de vacances de se noter, même si on n'a pas le temps tout de suite, mais de se noter pour plus tard que là, il y a du potentiel d'oubli, en fait. Donc, ça serait peut-être bien que je fasse un process sur ce truc-là. Ouais, c'est vrai. Et ça revient du coup à ce que tu disais, que parfois des choses ne prennent pas beaucoup de temps, c'est pas là la problématique, mais quelque chose que tu ne dois faire qu'une fois par an. Je le vois avec les clients que j'accompagne au niveau de la micro-entreprise, les questions qu'on me pose, etc. Les réactions, c'est souvent heureusement qu'il y a ça parce que j'aurais complètement oublié, parce que comme tu ne le fais qu'une fois par an, t'as largement le temps d'oublier comment ça marche. Carrément. Voire d'oublier qu'il faut le faire tout court. Aussi. Là, on est plus sur la liste de tâches que le process, mais ouais. Ben oui, c'est ça. Quand on le fait, là, on se dit, mais c'est simple, ça va. Mais en fait, il faut être gentil avec son soi du futur. C'est bien dit. C'est vrai que c'est là que c'est intéressant aussi, certains outils, comme tu parlais de Notion, le fait de pouvoir se mettre des rappels qui vont venir automatiquement à toi, que t'aies même pas à te rappeler de faire la tâche. Comme ça, c'est vrai que ça te libère complètement. T'as pas ce truc ni en toile de fond, ni à te demander est-ce que j'ai rien oublié. Ouais, Je sais pas toi, mais moi, c'est vraiment une hantise que j'avais à un moment, surtout quand t'as des activités où les process prennent de l'ampleur. Hein, dans l'activité de formation, tout est super cadré, faut pas rater une étape. Et ouais, t'as ce truc où t'es jamais vraiment tranquille parce que tu sais pas si t'as pas oublié un point. Donc c'est vrai que ça te tranquillise. Ouais, oui, c'est ça. C'est encore une fois, c'est pour ça que j'ai parlé rapidement de GTD au début, mais quand on dit des infos qui rentrent, c'est aussi des fois des infos, des trucs. Ah oui, tiens, il faut penser à est-ce que j'ai bien fait telle ou telle chose, et d'avoir un endroit où les déposer et savoir qu'on va les retrouver. Alors Notion, il est pas magique, hein. Il faut se prévoir des moments où on classe tout ce qu'on a sorti de sa tête. Mais ouais, moi, en tout cas, tout ce qui est c'est process plus automatisation des tâches récurrentes. Moi, j'ai vraiment un des premiers trucs que j'accompagne des clientes à se réorganiser ou à mettre en place en Notion. Un des premiers trucs que je recommande de mettre en place, c'est justement les tâches récurrentes, parce que c'est des tâches qu'on oublie de planifier généralement parce qu'elles sont récurrentes. Un projet, on va planifier, on va prévoir, et les tâches récurrentes, non. Et tout ce qui est administratif, il y a beaucoup de récurrences. Et en fait, quand on le liste, on voit tout ce qu'il y a à faire. Ça évite d'avoir à y penser, le fait que ce soit écrit quelque part et ça pop dans sa to-do list le jour où il faut et pas avant. Mais comme ça, on n'a pas à y penser, ça prend pas de charge mentale en fait. Et on les oublie pas.
Et puis par contre, ça permet aussi, ce que je recommande, si on planifie sa journée par exemple ou sa semaine un peu à l'avance, enfin genre le vendredi ou le dimanche pour la semaine ou la veille au soir pour le jour, eh ben on n'oublie pas, on se dit pas ah mais c'est bon j'ai 8 heures dispo, alors qu'en fait on a 3 heures de tâches récurrentes, mais juste elles sont écrites nulle part et au moment de planifier on a une grosse tendance à les oublier. Donc vraiment, en plus des process, planifier des tâches récurrentes, quoi. Enfin, notez-les, faites-les revenir, automatisées ou pas, peu importe, mais qu'elles soient quelque part, qu'elles soient écrites quelque part, quoi. Oui, parce que là, on parle de Notion, mais voilà, selon ce qu'on a dans son entreprise, on n'a peut-être pas forcément besoin d'un système à part entière, mais ne serait-ce que le prévoir dans son planning, en fait, ça change tout, parce que c'est le gros piège sur la gestion. On ne se rend pas compte, en fait, que, bah ouais, au départ, oui, super, je me lance dans mon activité, je vais faire que ça. Mais non, en fait, la gestion, ça prend du temps. Ouais, c'est clair. Qu'on le veuille ou non, ça prend du temps. Plus ou moins de temps selon l'activité, le nombre de clients, tout ça, mais c'est quand même à prévoir. C'est à prévoir. Après, il y avait différentes façons du coup de le planifier. Moi, avant, j'avais un Bujo avant Notion, hein, donc j'avais mes tâches récurrentes qui étaient, je m'étais fait un truc un peu à une grande feuille à carreaux où j'avais mes tâches récurrentes en colonne en fait, non en ligne pardon, et les semaines en colonne. Et en fait, je reportais quand c'était fait, je barrais et je remettais un petit jour dans la semaine et je consultais ce truc. Enfin, c'est pas du tout visuel dans un podcast, donc peu importe. Ouais, Mais moi j'arrive à le voir parce que ouais. bullet journal ça me parle, mais je me dis ceux qui n'ont jamais fait. Ouais. Donc je vais pas aller dans le détail, mais juste ce que je veux dire, c'est que ce qui compte, c'est de trouver un système qui permet de pas oublier de les faire. Et ça peut être aussi après juste d'avoir, ne serait-ce que, comme moi je disais là pour ma compta, je l'ai quand même mis dans mon Notion, mais je sais que de toute façon le premier vendredi du mois après-midi, j'ai un espace pour m'occuper de tout ce qui est compta, quoi. Donc c'est mon espace, tout comme à titre perso. Le dernier jeudi du mois, je range toute la paperasse, les factures, les machins impersonnels. J'aime bien marcher en routine. Alors après, tout le monde n'aime pas la routine, donc c'est pour ça trouver quelque chose qui qui vous parle. Mais ça évite aussi d'oublier de le faire parce qu'en fait, ça devient une routine de tel jour ou telle heure ou voilà, tel premier jour du mois ou dernier, peu importe. Il y a ça qui est fait. Et donc ça permet de pas oublier quoi, en fait. Même si après on arrive, au moins on arrive, on se dit bon, il y a quoi à faire. On n'a pas forcément la liste en tête, mais en tout cas, on a du temps disponible pour ça. Ouais, puis routine, c'est sûr que rien que le mot souvent, Oui, voilà, ça donne pas envie, c'est pas très glamour. Ouais, ça donne pas envie. Donc, appelez ça autrement. Ben justement, ce que j'allais dire, c'est que au départ, même si on est un peu réfractaire, et je comprends très bien, je fais partie de ces gens qui ont du mal à avoir des routines vraiment, mais il y a des choses après qui deviennent des habitudes. Et là, c'est bien. Là, ça devient confortable, en fait. Parce que tu ne te poses pas vraiment la question de est-ce que je dois le faire ou pas. Exactement comme le matin, tu te demandes pas si tu te prépares, si tu t'habilles. Voilà, c'est des choses... ouais, je sais pas, je le fais ou pas aujourd'hui. Non, voilà. Mais c'est ça, ouais. Oui, les routines, c'est le début d'une habitude. Ça peut être juste ancrer une habitude sur une autre habitude aussi. Enfin, et à chacune de trouver... Je sais, j'accompagne des clientes avec qui la structure et la routine, ça les fait fuir direct, mais on trouve des solutions, en fait. On trouve d'autres solutions. Et en vrai, généralement, l'air de rien, j'arrive à instaurer quelques routines dans leur planning. Et elles aiment bien, au final. Quand on voit le gain, en fait, en termes d'énergie et de charge mentale que ça donne, et quand c'est des routines suffisamment flexibles, c'est cool, quoi. Parce qu'une routine, c'est pas forcément faire toujours la même chose. Et en vrai, on en a tous des routines, hein, comme tu disais. Il y a plein de gens qui mangent toujours la même chose au petit déjeuner et qui après disent, moi, j'aime pas l'habitude et la routine. Non, c'est vrai, c'est surtout une question de point de vue parce que souvent, ouais, on a tous nos petits trucs comme ça ou un peu le cliché de la journée au bureau qui démarre, et c'est le cas aussi pour beaucoup de freelance, où le matin, t'as toujours les mêmes choses, un peu dans le même ordre, avec ton café ou ton thé, la lecture de tes mails ou la veille, à lire les derniers articles, à regarder les messages que t'as reçus, etc. Donc voilà, on a tous ces petits trucs de routine, donc
C'est comme pour les process, c'est une question d'approche. Voilà. Faut donner des noms différents. Généralement, ça va beaucoup mieux. Appelez pas ça une routine, il y a un process, et puis peu importe. Mais c'est clair, non, puis c'est important, quand on voit le gain que ça peut avoir. Même les process, on a parlé de process administratifs, mais il peut y avoir des process pour le suivi des prospects et des clients. Ça a des vrais avantages très sonnants et trébuchants, j'ai envie de dire. Si on a un process sur quand on a un contact client, comment on organise le rendez-vous, si on est en freelance par exemple, l'envoi de devis derrière. Enfin, si tout est processisé, ça évite d'oublier de faire des choses, d'oublier de relancer, d'oublier d'envoyer le devis, de bien faire notamment une fois qu'un client a signé l'onboarding, quelle info j'envoie, quel fichier j'envoie, quel mail, quelle relance, etc. L'envoi et le suivi des factures aussi, ça peut être utile pour être payé. Donc il y a derrière directement là pour le coup un gain de temps, d'énergie, mais aussi un gain financier. Et en plus comme ça fait plus pro, les clients clientes le ressentent. Donc c'est sûr. Voilà, ça c'est un vrai avantage aussi. Et puis c'est vrai que depuis quelque temps, on parle énormément d'automatisation. Alors c'est normal, hein, les outils évoluent, là en plus avec l'intelligence artificielle, encore plus. Mais ça c'est quand même la première étape et parfois finalement on va s'arrêter là. On n'a pas forcément besoin d'automatiser en fait. Ouais. Bah oui, un process c'est l'étape c'est de toute façon, si on veut automatiser, il faut avoir un minimum listé les étapes à suivre parce que la Zapier ou n'importe quelle même IA ne sait pas faire les choses sans qu'on lui dise. Pour l'instant, c'est pas elle qui va venir et dire « Ah, mais d'accord, je comprends ce qu'il faut faire. » Non, ça ne marche pas comme ça. Je reviens, donc, on est déjà dans les process. Tu as cité donc le process qu'on peut avoir donc avec des clients, donc du prospect au client, et même après finalement, une fois qu'il est déjà client, mais avec toutes les étapes de la collaboration. Et puis, au niveau administratif, qu'est-ce que tu pourrais citer comme process de manière très concrète qu'on peut mettre en place pour démarrer? Donc, tu as cité la comptabilité aussi. Ouais, la compta, pour moi, la compta. Et ensuite, selon l'activité qu'on a, mais l'onboarding client, c'est si on bosse en freelance, comment est-ce qu'on accueille son client ou sa cliente? Ça peut être un bon process à avoir assez rapidement pour pas oublier des choses dans une relation qui est quand même importante et tout ce qui est un peu avant même. Comment ça se passe quand je sais pas, un process de il y a quelqu'un qui a son site internet avec possibilité de prendre des appels découvertes. Derrière, faut qu'il y ait un process sur qu'est-ce que je fais quand quelqu'un prend un appel découverte. Est-ce qu'il il a le lien pour notre jour de rendez-vous? Sinon, faut lui envoyer. Quelles questions je vais lui poser? Quels documents je vais lui remettre après, avant? Est-ce qu'il y a un questionnaire avant? Enfin, tout ça vraiment, moi je dirais tout ce qui est administratif, le suivi prospect. J'aime pas trop ce mot, je trouve ça très moche comme mot prospect, mais bon. Ouais, mais bon. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. On parle. Hein, voilà. L'onboarding client, pour celles et ceux qui créent des formations en ligne, c'est pareil, avoir un process sur, moi j'ai des process sur comment, sur les lancements. Alors là, ne serait-ce que sur la partie technique, faire un lancement, j'oubliais toujours ce que ça signifiait. Non seulement ça prend du temps, etc., mais techniquement, quand je veux créer un nouveau, je sais pas, quand je crée un challenge quand je fais des lancements en live, je veux dire, je crée un webinaire ou un challenge, derrière tout ce à quoi il y a à penser techniquement et qui est très facilement délégable à une assistante virtuelle ou quelqu'un qui fait ce type de job, du genre, penser à créer la page de capture, ce qui veut dire le formulaire de capture, ce qui veut dire créer un tag et une séquence tout ce genre de choses hyper chiant et que on peut facilement, moi j'ai déjà oublié, pourtant j'en ai fait beaucoup, j'ai déjà oublié des petits trucs comme ça qui sont hyper importants, genre le rappel quand il y a un achat, qui a un rappel, moi j'ai un rappel si la personne n'a pas acheté, elle reçoit un petit mail qui lui dit vous n'êtes pas allé au bout de votre panier, est-ce qu'il s'est passé quelque chose, hein? Ça c'est quelque chose qui marche bien. Là, financièrement, de pouvoir, il y a des gens qui disent oui, j'ai eu un problème, qui posent une question. Si on n'aurait pas envoyé ce mail, ils n'auraient pas posé la question et ils n'auraient pas acheté à la fin. Et en fait, j'ai déjà oublié, mais plein de fois, soit de le faire ce mail, soit de le désactiver, puisque c'est un mail automatique. Donc, sur le process, il y a bien mettre une règle comme quoi, quand la personne
est devenue client, elle ne reçoit pas ce mail de rappel parce que ça fait mauvais genre, c'est pas terrible quoi. T'as acheté et on te dit mais vous avez eu un problème. Non, je viens d'acheter. Enfin, c'est tout ça qui a processisé en termes d'onboarding, que ce soit quand on bosse en freelance et qu'on a le client directement en face, mais même quand on bosse sur de la formation en ligne ou des choses comme ça où on est moins en contact avec le client, mais du coup, faut d'autant plus faire attention au contact automatique en fait. Donc process. Puis pour revenir à un aspect plus administratif, tout ça, ça me fait penser au cadre vraiment de la relation, dans le sens où plus tu prévois comment ça doit se passer, plus il y a des chances que ça se passe effectivement bien. Parce que ton client, il ne va pas deviner comment c'est censé fonctionner, comment il est censé te contacter ou pas, à quel moment il est censé payer, par quels moyens, etc. Et tout ça, ça va faire tout un système, en fait, avec aussi les conditions générales de vente. Ça t'oblige à revoir, comment tu fonctionnes, ce que tu acceptes ou pas, et le communiquer. Poser le cadre, ouais, carrément. Ouais, c'est vrai que dans tout, le premier mail d'accueil du client, c'est hyper important. Enfin, moi, je sais que dans mon premier mail d'accueil sur des formations en ligne, il y a où vous pouvez me contacter, pourquoi. Il y a certaines formations qui sont achetées formations pures. Il n'y a pas de groupe d'échange. Il y a d'autres formations, il y a un accompagnement. Là, il y a des groupes d'échange et donc ça peut être carrément processisé. Ne serait-ce que de se noter, penser à noter les conditions, le cadre de cet accompagnement ou de cette formation, quoi. Et dans le mail. Et puis après, on peut même avoir des templates de mails, etc. Bien sûr. Oui. Ah oui, ça aussi, ça change la vie. Plutôt que de réinventer la roue à chaque fois. Ouais, même si on a toujours des gens qui vont se dire ouais, mais bon, ça veut dire que tu réponds toujours la même chose à tout le monde, que c'est pas humain, mais non, en fait, ça t'allège juste d'une tâche. Ouais. Et après, de toute façon, tu personnalises pour chaque personne. On l'adapte. Et en vrai, de toute façon, même si on n'a pas le template, on répète toujours la même chose à tout le monde. C'est ça. Donc c'est clair. Même question, même réponse, en fait, à la base. Donc, Un process que je recommande aussi, c'est la récolte de témoignages. Là, dans tout ce qui est process. Donc, il y a l'onboarding client et puis à la fin, après aussi. Pensez à avoir qu'est-ce que je fais quand quand c'est terminé, que ce soit, encore une fois, dans le cadre d'accompagnement, de formation, ou d'un taf en freelance. Quand la mission est terminée ou l'accompagnement est terminé, qu'est-ce que je demande? Et moi, je sais que j'ai un questionnaire, pour le coup, c'est un template de questionnaire que j'adapte en fonction du contenu qui vient d'être délivré, et j'ai des templates de mail pour l'envoyer, pour faire valider les témoignages derrière. Mais voilà, il y a un process en fait. Qu'est-ce que je fais quand c'est la fin? Qu'est-ce que je demande comme info? Et qu'est-ce que je fais de ces infos? Moi, je fais 2 en 1. Je fais un questionnaire pour avoir un retour sur le travail qui vient d'être fait, pour pouvoir améliorer, et aussi, selon ce qui est dit, pour faire un témoignage derrière. Donc, derrière, faut faire valider le témoignage. Je ne prends pas ce qu'ont dit les gens comme ça sur un questionnaire et le balancer publiquement sans leur demander leur avis. Donc, il y a un vrai... il y a un process là aussi, en fait. Oui, que tu adaptes de toute façon par rapport à ta vision. C'est ça. Puis, on ne demande pas la même chose, mais en tout cas, il y a demander les informations, aller, ne serait-ce que penser à... Ça, on peut oublier aussi. Moi, j'ai un questionnaire. Certaines formations qui sont en automatique, j'ai un questionnaire à la fin. Si on oublie d'aller voir s'il y a des réponses, c'est sûr qu'on n'en fait rien. Parce que je désactive généralement les notifications pour éviter d'avoir trop de mails. Mais par contre, il faut bien qu'il y ait un moment, j'aille voir s'il y a quelqu'un qui a répondu. Donc, par rapport à tout ce qu'on a dit, on parle toujours donc process administratif. Donc, je pense que même si on essaie de rendre ça plus attrayant, on va dire, c'est toujours pas le sujet le plus glamour. Ce sont toujours des tâches souvent un peu rébarbatives, ou qu'on se dit qui sont pas vraiment prioritaires. Est-ce que tu as des astuces pour rendre tout ça plus agréable quand même? Mettre de la musique. En fait, ça me donne envie de faire un petit pas de recul et de parler de procrastination en général. Parce que on procrastine ce genre de tâches. En fait, il y a 3 grandes raisons de procrastiner. Et du coup, la solution va dépendre de là où on en est. Parce qu'au départ, tu disais, il y a des gens qui sont allergiques à l'administratif. Et je pense que pour eux, la solution n'est pas la même que ceux qui trouvent juste ça chiant. C'est pas tout à fait la même chose. Parce qu'en fait, quand on procrastine quelque chose, soit c'est parce qu'on sait pas par où prendre les choses.
On sait pas par où commencer. Et du coup, là, découper en petites étapes franchissables, faire des process qui, du coup, découpent en petites étapes, hein. Faire des petites plages horaires, ce qui, encore, comme je le disais tout à l'heure, le fait d'avoir un process, ça permet aussi de s'arrêter en route et de revenir, on sait où on en était et on sait ce qu'il nous reste à faire. Donc ça, quand on sait pas par où commencer, se prendre un moment pour découper les choses, pour un petit peu processiser, ce n'est pas un gros mot, ça permet de le faire en fait, parce que c'est des petits pas et c'est plus facile, et puis il y en a un premier, puis un deuxième, et du coup en fait ça lève le truc de je m'y mettais pas parce que je savais pas par où commencer et que ça me paraissait trop énorme, qui est quand même une des premières causes de procrastination, que ce soit pour l'administratif ou pour plein d'autres trucs, hein. La deuxième raison pour laquelle on procrastine parfois, c'est juste parce que ça nous saoule. Et là, l'administratif, il tape souvent là. Du coup, on peut s'essayer le coup de la deadline. Voilà, se mettre une deadline. Généralement, on le sait bien. Du coup, c'est là où on déclare son chiffre d'affaires le dernier jour du mois ou des choses comme ça. Ou de se mettre un engagement extérieur. On peut se faire avec une copine entrepreneur un après-midi, peut-être pas tout un après-midi, c'est un peu long, mais un rendez-vous, taclons l'administratif ensemble. Chacune fait le sien et ça peut être sur Zoom, hein. Mais du coup, on se voit, c'est un peu plus joyeux et puis on dit du mal de l'administratif et puis on le fait. Donc, ça peut être ça. Se rappeler pourquoi on le fait, ça marche pour tout. Se rappeler pourquoi on le fait, quoi. Ou se rappeler ce qui va se passer si on le fait pas aussi, hein. Remettre du contexte, en fait, de l'utilité de la tâche. Une des raisons pour lesquelles on procrastine, c'est parce que la tâche est perçue comme inutile, en fait. Et du coup, se rappeler l'utilité de la tâche et le faire. Là, c'est pareil, quand ça nous saoule, c'est généralement, on repousse. Et en fait, ça marche pas. Faites les choses qui vous saoulent à un moment où vous êtes en forme, en fait. Donc, généralement pas en fin de semaine, le soir, quoi. Pas la compta, l'administratif, pas le vendredi à 15 ou 16 heures. Ça va pas marcher. Et après, ça peut être aussi se filer une petite récompense extérieure. Je disais la musique, ça peut être une plaquette de chocolat, je sais pas, mais s'il faut une motivation extérieure un peu à la façon carotte et bâton, ça peut, des fois, si ça marche, on peut tester. Et pour ceux qui sont allergiques, en fait, il y a un truc là qui est la troisième raison pour laquelle on procrastine. Donc la première, j'ai dit c'est trop gros, on ne sait pas par où prendre les choses. La deuxième, c'est un truc qui nous gonfle. Et la troisième, c'est qu'il y a de l'émotionnel en fait derrière. Et du coup, ça peut être plus difficile parce que même en découpant tout ça, si c'est quelque chose d'émotionnel à l'intérieur, ça peut être plus compliqué. Mais se rappeler pourquoi on fait les choses, encore une fois, pour redonner du poids à la motivation, pour que le besoin, en tout cas la motivation de le faire, soit plus forte que la peur ou le truc qui nous bloque. Et si c'est quelque chose qui nous bloque, alors peut-être pas pour l'administratif, après je connais mal je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment allergiques administrativement, mais là c'est aller voir diminuer la peur, la raison psychologique qui nous bloque en fait. Et puis il y a aussi le truc de on fait un premier pas sans réfléchir, quoi. Genre je réfléchis pas, j'ai peur, mais j'y vais quand même, quoi. Je saute et je fais un truc, voilà. Ça c'est ce que je dis généralement plus pour on procrastine pas mal en entrepreneuriat aussi, parfois les façons de se rendre visible, parce qu'en fait on a peur d'être vu, et du coup le faire et dire ça va, j'ai publié et je suis pas morte, tout va bien. Mais je pense qu'il y a moyen de faire un petit truc administrativement et dire voilà, ça c'est fait, c'est bon, et se prouver que je connais moins ce genre de peur là, hein, mais en tout cas passer à l'action sans réfléchir. Ouais, c'est un peu la technique des petits pas, hein. Au final, on commence par vraiment un tout petit, et puis au fur et à mesure, ça va. Avancé. Ouais, on a avancé. Mais ne pas laisser de temps. Il faut jamais. Une chose que je sais d'expérience et avec des années d'accompagnement d'entrepreneurs, c'est que quand on a un blocage, ces petites voix dans nos têtes là qui nous disent soit qu'on n'y arrivera pas, soit que machin, c'est horrible, je sais pas quoi, ça sert à rien d'essayer de négocier avec eux. Faut faire sans les écouter, quoi. Donc. Et puis parfois, on a besoin d'un petit coup de pouce extérieur aussi, hein. Oui, bien sûr. Oui, et quand je disais justement sur les 3 points que je disais, hein, le fait on ne sait pas par où prendre les choses, parfois quelqu'un qui nous explique dans quel sens le faire, ça va nous aider. Idem quand ça nous saoule, la deadline, l'engagement extérieur. Combien de fois, moi j'ai fait dans mes groupes de clientes, j'ai vu des personnes passer à l'action sur des choses qu'elles repoussaient depuis des semaines, mais en fait j'ai rien fait d'autre que juste je suis là et elles m'ont dit qu'elles allaient le faire, quoi. Ou elles ont dit au groupe qu'elles allaient le faire. Donc ça marche aussi, et diminuer les peurs et tout ça. Là, l'accompagnement, c'est hyper utile. Donc de toute façon, un truc quand on est accompagné, quand on fait appel à quelqu'un à l'extérieur, quelles que soient les circonstances, le type d'accompagnement, ça fait bouger tout de suite la procrastination. Donc
Ouais, c'est vraiment à considérer comme un premier pas, je trouve. Ah ouais, c'est clair. C'est déjà le premier pas, en effet, d'aller voir, demander de l'aide, entre guillemets. Et tu parlais de tout ce qui est phobie administrative, le fait que ça soit vraiment très compliqué. De ce que j'ai pu observer ces dernières années d'accompagnement, quasiment toutes les personnes que j'ai eues qui sont arrivées en disant vraiment l'administratif, je peux pas, je suis allergique. Souvent, ça cachait plus de la peur de mal faire ou le flou. Je sais pas comment ça fonctionne, je ne comprends pas et du coup, blocage total. Ouais. Et le fait juste de prendre pas à pas, et je me dis que pour structurer, pour faire les process et tout, c'est un peu pareil, de prendre par un petit bout et puis peut-être d'avoir quelqu'un aussi à côté qui est là pour soit t'expliquer là où t'as besoin de méthode, soit juste être là avec toi et te rassurer. Ça débloque beaucoup. Oui, c'est ça. Quand je disais diminuer la peur, la région psychologique, en effet, une fois que tu l'as identifié, parfois tu l'identifies pas, tu vois, mais toi en accompagnement de l'extérieur, tu peux dire ah mais en fait c'est pas, enfin ce qui te bloque c'est trop gros ou c'est ta peur de mal faire. Tu peux diminuer cette peur de mal faire, de dire au pire il se passe quoi, enfin c'est pas très grave, enfin en tout cas c'est toujours mieux de faire une connerie que de pas faire et de faire l'autruche généralement. Ouais, c'est ça. Et puis souvent, on se fait toute une montagne de tout ça. Et puis finalement, quand on le prend pas à pas, en douceur, c'est pas si terrible. Ouais. On a le temps de faire les choses aussi tranquillement dans son entreprise. Ouais, découper l'éléphant, comme ils disent. Ouais, exactement. J'aime pas trop cette expression en tant que végétarienne. C'est... Bon, c'est sûr que l'image... Découper le gros gâteau. On ne mange pas un gâteau en une fois. Ouais, voilà, comme ça donne un peu plus envie. Ouais, une cuillère à la fois, ça le fait. Bon, j'espère que ça motive les auditeurs à arrêter de procrastiner. Cécile, on peut te retrouver pour justement avancer sur ces sujets, pour prendre en main l'organisation? Ouais, carrément, sur mon site cécilebayard.com. Il y a toutes les infos, il y a plein de conseils, plein d'articles. Et puis, j'ai un podcast aussi qui s'appelle La Timonerie, dans lequel je fais un court épisode par semaine sur un sujet hyper focus, quelques conseils. Le but, vu que je parle de gestion du temps et de prendre soin de son temps, c'est de faire des épisodes courts et actionnables rapidement, du coup. Sauf mes épisodes avec invités qui sont moins fréquents, mais où là, on s'attarde plus, bien sûr. Donc, voilà, c'est essentiellement là qu'on peut me retrouver, sur mon site internet et puis sur le podcast. Merci beaucoup, Cécile. Avec plaisir. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous avez appris des choses que vous pourrez mettre en pratique pour votre propre organisation. Pour retrouver Cécile, vous avez son podcast La Timonerie, également son site cécilebayard.com et des ressources gratuites, des défis pour mettre en place justement votre organisation. Donc tout ça, vous avez les liens dans la description de l'épisode ou avec la transcription de cette interview sur j'aimelapaperasse.com. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et juste avant de partir, pensez à laisser un like 5 étoiles selon la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast. Pourquoi pas un commentaire aussi, parce que tout ça, ça encourage, ça aide aussi à voir les épisodes qui vous plaisent le plus pour vous proposer plus de contenu qui vous plaise. Ça reste l'intérêt et puis ça aide le podcast aussi à se développer, à se faire connaître. Donc, c'est gratuit. Ça prend quelques secondes et ça donne un vrai coup de pouce. Merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de le faire et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.